Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Ahmadou Makhtar Kanté, je suis imam à la mosquée du Point E, je suis animateur d'émission sur ITV. Je suis très heureux de vous présenter ce premier numéro sur une série d'émissions intitulée En prélude au Grand Magal de Touba. ITV a jugé utile et intéressant de planifier, de programmer une série d'émissions avec des intellectuels mourides ou pas mourides, mais qui sont outillés pour aborder avec nous l'œuvre en général de Serigne Touba, ses écrits, son parcours, n'est-ce pas, et tous les actes les plus importants qu'il a eu à poser, ce grand cheikh du Sénégal, de la Oumma et du monde et de l'Afrique. Alors dans ce cadre, je reçois le docteur Fallou Mbacké Cissé, qui est directeur de l'IAG, l'Institut africain de la gouvernance. Il est en train de cumuler cette fonction avec la finalisation de sa thèse de doctorat. Il est aussi membre du Centre de ressources pour la refondation de la gouvernance en Afrique. Il est aussi membre de la commission communication du Magal de Touba. Fallou Cissé Mbacké, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation sur ITV. Merci Imam, merci pour l'invitation. Je vous salue et salue très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui nous suivent. Merci Fallou Cissé Mbacké. Donc ce premier numéro va tourner autour de deux concepts, le concept de gouvernance et de développement. Comme vous le savez, ces concepts, on les trouve dans la littérature et l'Afrique a toujours reçu des définitions faites par d'autres, n'est-ce pas, sur ces concepts de développement, tiers-monde, gouvernance, émergence, etc. Alors, je voudrais interpeller Fallou Cissé Mbacké sur sa compréhension en tant qu'intellectuel, mais en tant que aussi connaisseur des réalités africaines et sénégalaises en particulier. Fallou Cissé Mbacké, quel est votre entendement, quelle est votre compréhension de ces concepts de gouvernance et de développement? Et en plus, est-ce que l'Afrique doit continuer toujours d'accepter ces prêts à penser? Encore une fois, je voulais saluer la pertinence du thème et des propos que vous venez d'avancer relativement à la gouvernance et au développement en Afrique. Je pense qu'il est fondamental que nous interrogions constamment le vivre ensemble pour voir la meilleure manière de l'améliorer, notamment en mobilisant, en valorisant tous les atouts qui sont à notre disposition. Et donc c'est une réflexion fondamentale qui, je crois, si je comprends bien, nous ramène à l'idée qu'il nous faut faire un benchmarking pour voir dans l'œuvre et la vie du cheikh, dans ses écrits, qu'est-ce que nous pouvons mobiliser pour améliorer la gouvernance et produire le développement tant attendu. Vous avez raison, cette entreprise suppose que l'on fasse une clarification conceptuelle. Parce que, effectivement, il y a un foisonnement de concepts autour de la gouvernance qui, comme tout le monde le sait, est quand même une notion polysémique. Et justement, cela se traduit par plusieurs vocables qui expriment des conceptions différentes de la gouvernance. On va parler de la gouvernance démocratique, de la gouvernance publique, de la bonne gouvernance, de la gouvernance légitime. Bref, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de la gouvernance, il faut indiquer le lieu d'où on parle. Et il faut le dire aussi, la gouvernance, c'est une question universelle et intemporelle. Parce que la gouvernance, c'est en réalité la manière dont chaque société se pense, s'organise et agit pour exister dans la durée.
en satisfaisant aux impératifs de cohérence, de cohésion, de stabilité et de prospérité. Donc ça, c'est une donnée intemporelle. Par contre, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de modèle prêt-à-porter, comme vous l'avez dit. Tout ce qui se conçoit dans le cadre de la gouvernance d'une société donnée ne peut pas et ne doit pas se transposer absolument dans d'autres sociétés, traversées par d'autres réalités. C'est en cela que la question de la refondation de la gouvernance est une question essentielle dans le cadre de l'État africain post-colonial. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'aux indépendances, nous avons eu une sorte de continuation de l'État colonial. Pour rappeler très brièvement cet État colonial qui a eu des rapports divers avec les différentes légitimités trouvées sur place, y compris les légitimités religieuses. Ce pouvoir cet État qui avait, disait-il, une mission civilisatrice, a d'abord voulu annihiler toute forme de légitimité, toute forme de pouvoir dans ces colonies. Et disons même aussi toute forme de gouvernance. Toute forme de... Même si le nom peut-être n'était pas utilisé en ce temps. Effectivement. Mais comme vous l'avez dit, c'est universel. L'Afrique se gouvernait absolument avant la pénétration des colons. Absolument. Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que nous avions nos propres modes de gouvernance. Sinon, si vous n'avez pas de mode de gouvernance, votre société ne tient pas. Et d'ailleurs, les colons, ils négociaient avec les chefs des communautés africaines. Donc, il y avait une gouvernance. Voilà, parfait. Donc, ça veut dire qu'ils ont trouvé en place un système d'organisation, une façon de penser le monde, une façon d'agir pour que ces sociétés soient cohésives, stables et prospères. Et je pense d'ailleurs qu'ils ont bien étudié ces mécanismes de gouvernance pour pouvoir venir à bout, justement, et faire passer leur propre desiderata. Absolument. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont vu dans ces légitimités, dans ces pouvoirs, des pouvoirs concurrents. Parce qu'ils savaient qu'en installant l'État et ses pouvoirs, ils se confrontaient à d'autres types d'États endogènes qui étaient déjà là. Et donc, quand ils n'ont pas pu annihiler ces légitimités, ils ont cherché à les discréditer. Alors, et aux indépendances, nous n'avons pas fait l'effort de prendre assez de recul pour dire est-ce que nous continuons dans la logique avec les institutions, avec les règles de l'État colonial, ou est-ce que nous réinventons la gouvernance donc, de nos sociétés. Malheureusement, l'école française donc il y a des questions importantes qui nous ont échappé au moment de l'indépendance. Surtout la question de la gouvernance. Surtout la question de la gouvernance. Surtout la question de la gouvernance. Parce que quand vous voyez les constitutions africaines, notamment celles qui ont dans leur version francophone, elles sont plus proches de la constitution française. Or, c'est pour des sociétés totalement différentes. C'est parce que, comme nous le disons dans une de nos publications au niveau de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, en réalité, c'est le postulat de l'État-nation avec un pouvoir unique, avec un fondement unique, donc un pouvoir fondé sur la citoyenneté individuelle, sur la rationalité et sur la légalité. C'est ce modèle d'État-nation qui est en réalité une vue de l'esprit, surtout en Afrique, parce que nous sommes dans des sociétés qui sont traversées par plusieurs pouvoirs, détenus par des autorités légitimes, donc qui tiennent leur légitimité d'un certain nombre de représentations avec une conception différente du pouvoir. Et le modèle de l'État-nation hérité du colonialisme est, il me semble, donc aveugle par rapport à ces légitimités locales. Il a fait semblant de les ignorer, ou bien c'est une ignorance fondamentale même de notre histoire et de nos réalités en termes de gouvernance. C'est ça. Comme je vous ai dit... Ou bien est-ce que c'est un complexe par rapport au modèle occidental? Oui, je pense qu'il y a de tout ça. Il y a de tout ça parce qu'il faut bien qu'on comprenne les enjeux parce que c'est un problème complexe. Une fois que vous dites la gouvernance doit être ancrée
dans nos réalités, en s'inspirant de notre identité, de nos valeurs de civilisation, que cette gouvernance doit être ancrée dans nos sociétés à partir, avec comme fondement notre histoire proche ou lointaine, les réalités du moment, notre projection dans le futur, on peut prendre des raccourcis et penser que vous êtes simplement des passéistes, des traditionalistes qui veulent revenir à une sorte de proto-État, où on peut penser également que vous prônez un système politique confessionnel ou confrérique. Oui. Or, là, on trouve cette critique dans la littérature. Voilà. Or, justement, ce n'est pas ça la question. La question est que chaque société doit produire les institutions et les règles qui la gouvernent. Et cette production endogène de règles, cette production de la pensée, cette définition de l'action ne peuvent se faire que en partant des réalités même de la société. Et comme vous l'avez dit, qu'on ne peut pas transposer pour une autre société, parce qu'il y a une autre histoire, qu'il y a d'autres enjeux, etc. Si on prend par exemple le cas de la France, puisque nous, on a été colonisé par la France, effectivement, le modèle de la République française, de l'État-nation français, c'est fait dans un cadre précis de l'histoire des idées, de la confrontation avec l'Église, etc. Absolument. Donc on ne peut pas transposer ces choses qui ne sont pas passées au Sénégal, où il n'y avait pas cette toute-puissance de l'Église, où il n'y avait pas aussi la Renaissance européenne, où il y a aussi l'islam, avec ses productions, ses chefs religieux, etc. Vous avez parfaitement raison. Et pour parler de manière imagée, vous savez, la gouvernance, c'est l'âme d'une société. Et chaque âme est unique. Et aucune âme ne peut être transposée à une autre âme. Donc, pour faire très simple, voilà la problématique de la gouvernance. Très bien. Alors, M. Cissé, c'est vraiment très très intéressant, je crois, d'avoir fait ce rappel et cette explication de l'importance et de la fonction de la gouvernance et ses liens aussi avec les réalités de chaque pays, son histoire, etc. Je pense que c'est déjà très bien de poser la problématique de cette façon pour que les gens, comme vous l'avez dit, sachent que c'est une question très sérieuse. Vous parlez même de l'âme d'une société, donc c'est quelque chose qui est fondamentalement inséparable de l'identité même d'une société. Donc, dis-moi comment tu gouvernes, je te dirai quelle société tu es, etc. Absolument. Donc, je pense qu'on a beaucoup appris avec vos premiers développements. Alors, donc dans ce cadre-là, quelle est votre appréciation donc en tout cas de la mise en œuvre de cette gouvernance importée, si je puis m'exprimer comme cela, de cette gouvernance en tout cas post-coloniale, n'est-ce pas, les Européens sont partis, mais nous avons quand même mis en œuvre un modèle de gouvernance qui est presque du copier-coller. Mais aujourd'hui, quelle est votre appréciation de l'état des lieux? Aujourd'hui, est-ce qu'on s'en sort? Est-ce que ce modèle de gouvernance, il est bon, ou bien on l'a mal appliqué? Ou bien est-ce que vous remettez en cause même, effectivement, la fondation même de ce modèle de gouvernance? Absolument. Je crois en Afrique et au Sénégal. Parfaitement. Je pense que, en réalité, l'État africain postcolonial, c'est cet État-là même qui est un État, qui est un proto-État. Dans la mesure où nous savons que ces États ont les symboles et les formes d'un État, mais en réalité, il faut travailler à leur parachèvement. Il faut travailler au parachèvement de la construction de ces États. Et même, je dirais, il faut les refonder. Parce que la crise de l'État africain postcolonial, c'est d'abord une crise de la gouvernance. Et cette gouvernance, elle n'est pas à réformer, elle est à refonder. Elle est à une grande différence. Oui. Il ne s'agit pas, si je vous comprends, d'améliorer, mais il s'agit même de refonder. Voilà, il ne s'agit pas d'améliorer. Il faut reprendre la question de la gouvernance. Il faut reprendre la question. Il faut repartir à zéro, si je puis m'exprimer ainsi. Encore une fois, c'est un système de pensée, la gouvernance. Nous ne pouvons pas penser à partir de la réalité des autres. C'est une organisation, c'est des modes de régulation. Nous ne pouvons pas prendre des modes de régulation qui marchent ailleurs pour penser que ça va marcher avec nous. C'est une action, notre action ne peut pas dépendre des autres. Donc en tout cela, nous devons refonder
la gouvernance. Maintenant, avec deux défis. Parce que c'est vrai, on parle de mimétisme institutionnel, etc. Mais même si on avait juste respecté les règles de l'État importé, nos sociétés s'en porteraient déjà mieux. Mais le problème, c'est que cet État importé a été travesti, a été perverti par les élites et qui se sont accaparés du pouvoir pour en faire simplement un instrument de jouissance et d'accumulation. Alors, si vous prenez déjà cet art que vous conjuguez au fait que les fondements sont déjà fragiles, voire inexistants, ça vous donne un état des lieux. Et c'est ce qui fait que dans nos pays, vous avez l'impression qu'il y a un État qui chemine à côté d'autres pouvoirs, qui se touchent par moments, qui se confrontent d'autres fois, qui collaborent, etc. Qui ont donc c'est fragile, hein. des interactions, qui ont des interactions, des interrelations indéfinies, informelles, et qui ne sont ni à l'honneur de l'État, ni à l'honneur des légitimités, et particulièrement des légitimités religieuses. Ce que nous avons manqué de faire, c'est de penser notre gouvernance en intégrant justement ces légitimités religieuses. Ce que nous avons manqué de faire, c'est de privilégier la légalité formelle de l'État sur la légitimité de ses pouvoirs endogènes. Et ça mène à des situations où certains sont toujours dans l'expectative d'une confrontation entre le pouvoir formel de l'État et le pouvoir donc des légitimités. Mais justement, par exemple, quand on prend des cas extrêmes, mais on peut dire que tous les États africains, de façon générale, sont justement très fragiles. Et vous dites qu'il faut aller voir du côté même de la gouvernance. Ce n'est pas juste des questions justement de partis politiques, etc., mais c'est qu'il y a une question fondamentale qui n'est pas réglée par ces États. Et d'ailleurs, souvent, j'ai discuté avec des amis et je leur disais souvent, mais il y a une question fondamentale qu'on n'a pas réglée. Par exemple, on sait qu'il y a des auteurs qui ont dit que l'Afrique refuse le développement, d'autres ont dit que oui, les élites politiques sont corrompues. Et j'ai dit une fois à un ami, je crois qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. Par exemple, Sankara n'a pas le même état d'esprit que notre président africain, etc. Et pourtant, il y a toujours une limite quelque part dans le développement des pays africains. Et je lui disais qu'il y a donc quelque chose qu'on n'a pas encore bien regardé. Et je pense que vous êtes en train de montrer que c'est cette question même le fait qu'il y ait beaucoup de pouvoir en même temps et que ce n'est pas formalisé et qu'on ne sait pas exactement qui gouverne comment et qui, etc. Je pense que cette question, elle est fondamentale. Et par exemple, le cas extrême du Rwanda, où ça aboutit vraiment à des cas extrêmes de guerre civile. Cheikh Anta disait que ça pouvait se passer comme ça, parce que ce n'est pas un État qui répond, n'est-ce pas, à la réalité de ses ethnies, etc. Les frontières, on voit ce que ça donne et tout. Bon, mais par rapport à ça, Fallou Mbacké Cissé, si on prend le cas du Sénégal et les légitimités dont vous avez parlé, on sait qu'aujourd'hui au Sénégal, le pouvoir religieux, il est incontournable. On a vu des fois quand il y a eu des difficultés, etc. Après, avec la Covid-19, il y a eu des problèmes. Et on a vu que l'opinion était perdue. Certains ont dit que l'État était faible, qu'il est fragile. Certains ont dit que non, l'État ne doit pas être tout puissant par rapport, il doit négocier avec les légitimités religieuses. Voilà donc un cas d'école, voilà. En tout cas un cas d'étude. Et dans ce cadre-là, et par rapport à notre émission, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de l'œuvre de Serigne Touba, n'est-ce pas, par rapport à la gouvernance? Voilà. C'est exactement ça. La situation que vous pointez, ce sont ces situations qui mènent à des crises de gouvernance. Parce que, comme vous l'avez dit dans le cadre du Covid, on arrive à des situations qui pouvaient aboutir à des conflits ouverts. Oui. Il y a eu même des prémices. On a frôlé. Voilà. Oui. On a frôlé l'affrontement entre l'État et les légitimités. Et souvent, on n'a pas la capacité, nous, d'éviter de refrôler encore. Voilà. Il faut. Mais justement, parce qu'il nous faut qu'on réfléchisse sur la gouvernance et une gouvernance légitime. Alors, et dans cette entreprise, l'apport de
du mouridisme, en faisant le benchmarking de l'œuvre et de la vie du Cheikh Ahmadou Bamba, cet apport peut être décisif. Pointons simplement quelques défis de gouvernance. Et je vous laisse continuer, mais je suis sûr d'une chose, j'ai juste l'intuition comme ça, je ne suis pas bien abreuvé de cette littérature comme vous qui êtes spécialiste dans le domaine, mais je suis presque sûr que quand on regarde la littérature coloniale sur par exemple l'œuvre de nos chefs religieux et de Serigne Touba en particulier, c'est sûr que la question de la gouvernance elle est évacuée parce que pour le colon, ce n'est pas une question importante pour ces gens, il faut juste qu'on les maîtrise dans le cadre même de ce qu'on appelle le contrat social pour qu'ils ne nous gênent pas et qu'on puisse développer notre gouvernance. C'est ça. Le colon était un peu perdu, à mon sens. Parce que quand vous prenez l'exemple de Cheikh Ahmadou Bamba, tout le monde sait qu'il avait une aversion pour le pouvoir temporel. Oui. Mais en même temps, sa vie spirituelle avait un tel impact sur le monde qu'on lui a prêté des velléités djihadistes. Oui. Une volonté d'accaparement du pouvoir temporel. C'est parce que ils ne se rendent pas compte que l'islam est un projet global. Un projet global qui s'adresse aux deux mondes. Et que donc le pouvoir temporel doit travailler à l'épanouissement spirituel des communautés. Et en même temps, la spiritualité doit irriguer le pouvoir temporel pour qu'il soit préparé à satisfaire aux besoins immatériels donc, de ces communautés-là. Donc vous n'êtes pas dans la séparation ni dans l'opposition? Non, il ne peut pas y avoir de séparation. En tout cas, pour des sociétés croyantes. C'est ça. Et c'est le cas de nous devons assumer que c'est notre société. Oui. Nous devons assumer que nous sommes... Nous ne sommes pas une société sécularisée. Voilà. Donc, pour une société croyante, nous ne pouvons pas dire que oui, tel aspect relève de la vie privée, tel aspect relève de la vie publique, parce que les valeurs et les préceptes moraux que véhicule l'islam peuvent nous servir dans la gouvernance. Et pourquoi nous nous en priverions? Question, oui. Si nous pouvons former, éduquer le citoyen et plus encore les gouvernants au respect des valeurs que portent les religions, au respect des préceptes moraux que portent ces religions, je pense que le défi de l'éthique de la gouvernance, le défi de l'éthique du pouvoir serait déjà levé. Pourquoi est-ce qu'on doit se référer à Montesquieu, à Rousseau et pas à Serigne Touba, et pas à Thierno Souleymane Baal? C'est des questions fondamentales. Voilà, absolument, absolument. C'est aussi, donc là, vous posez le deuxième défi qui est celui de l'identité, le Gëm Sa Bop. De ce point de vue aussi, je crois que nous avons beaucoup à apprendre de Serigne Touba et du mouridisme. Quels sont c'est vrai que voilà, le temps nous surprend tout le temps, mais quels sont justement pour vous les fondamentaux du mouridisme en termes de gouvernance que le Sénégal a intérêt à découvrir et à mettre en œuvre? C'est ça, c'est ce que je disais. Donc l'éthique d'abord, ce qui va nous amener de façon concrète à repenser notre système éducatif, en créant une école sénégalaise qui intègre les méthodes et pourquoi pas les contenus. Donc dans votre théorie de la refondation, vous commencez par l'école, c'est ça? Absolument, parce que l'éthique est au cœur de la gouvernance. La question de l'éducation, elle est fondamentale. La question de l'identité aussi, le Gëm Sa Bop, et la question de l'autonomie, le Mënal Sa Bop. Je pense que ça, c'est des défis. Ça, quand même, c'est vraiment très forcé chez Touba, quand même. Absolument. Ça, toute son œuvre est marquée voilà, par ça. Et ça, c'est quelque chose que nous avons réussi. Aujourd'hui, nous pouvons, dans ce monde-là, nous assumer cet héritage de Cheikh Ahmadou Bamba et voir comment est-ce que nous le traduisons dans notre projet de modernité. Très bien. Fallou Mbacké Cissé, on est certainement que tous les gens qui sont en train de suivre cette émission vont se dire mais Imam Kanté n'a pas le droit de s'arrêter, n'est-ce pas, avec ce numéro-là sur cette problématique de la gouvernance. Et je vous promets, n'est-ce pas, qu'on va revenir, Inch'Allah, et prions tous pour que Fallou Mbacké Cissé soit en bonne santé, en bonne forme,
pour qu'ils puissent revenir, n'est-ce pas, et qu'on puisse continuer à mieux comprendre cette problématique de la refondation et aussi à mieux comprendre les valeurs enseignées par Serigne Touba, comment est-ce qu'elles peuvent nous aider dans le cadre de la réflexion sur cette refondation. Alors, je vous remercie. Plaisir, Imam. Merci beaucoup, merci beaucoup. À vous. Je vous remercie beaucoup, Fallou Cissé Mbacké, et donc je vous donne rendez-vous pour un autre numéro, toujours dans le cadre de En prélude au Grand Magal de Touba. À bientôt.